Palazis, moi Andrea, puis un nouveau, Pierre-Édouard. Bonjour, moi c'est Pierre-Édouard. Je rentre cette session-ci à FSA. Puis c'est ça, je suis avec Andrea pour faire tout ce qui est podcast dans le Palazis. Donc j'ai été l'heureux élu. Oui, très contente que ça soit toi maintenant qui complète la team. C'est ça, vous avez vu Noémie dans les anciens podcasts, sauf que ça l'a changé un petit peu, puis finalement c'est toi. Puis super contente, on va être une belle équipe pour vous faire des bons podcasts cette année. On va faire ça divertissant, on va faire ça des bons podcasts. Ouais, on travaille là-dessus. Ouais. Puis aujourd'hui justement, c'est qui qu'on reçoit? Aujourd'hui on reçoit Sabrina April puis Camille Dion-Langlois. Donc c'est ça, deux personnes pour parler des sessions à l'étranger. On a Sabrina April qui travaille à FSA justement pour les séjours à l'international. Puis Camille qui a fait une session à l'étranger à l'hiver passé et qui repart cet hiver encore en session avec moi. Avec toi. En fait, on se connaissait pas du tout, mais ça donne comme ça qu'on va dans la même destination. Donc, on trouve que c'était vraiment une belle échange de vraiment une personne. Tu sais, Sabrina, c'est parce qu'on en a fait beaucoup aussi tout ce qui est avant. côté technique un petit peu, Sabrina. C'est ça, ouais, côté technique. Puis Camille, elle a fait une session. Fait que c'est vraiment complémentaire. Nous, que toi, tu as un intérêt. Puis... Ouais, tu sais, je connais un petit peu moins de choses, un petit peu. Fait que ça permet de poser des questions que les gens qui connaissent vraiment rien pourraient peut-être avoir des interrogations à propos. Vraiment, Puis Camille, tu sais, elle peut parler du processus vraiment de préparation et aussi de la session à l'étranger, vu qu'elle l'a vécu. Fait que c'est le fun. Vraiment. Puis, on veut remercier nos partenaires. Ouais. On a le Liénor qu'on remercie beaucoup, comme à l'an passé. On filme encore dans leur belle salle commune. Donc, je n'hésite pas à aller voir leur site web si jamais c'est un endroit qui vous intéresserait à venir habiter, peut-être à Québec, qui est tout près de l'université. Très belle place aussi. Et puis, nous avons Osé Infusion. Osé Infusion. Donc, pour moi, aujourd'hui, je bois la boisson de soir qui est cerise et camomille. C'est mon choix pour le podcast d'aujourd'hui. Et moi, c'est ma fidèle Osé Midi qui est pêche et yerba maté. Donc voilà. Sur ça, on vous souhaite une très bonne écoute. Bonne écoute. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Moi, c'est Sabrina April. Je suis conseillère aux étudiants en mobilité sortante. En fait, mon rôle, c'est d'accompagner tous les étudiants de la Faculté des sciences de l'administration qui veulent partir étudier à l'international pendant leur cursus de premier et deuxième cycle. Ce qui m'a amené là, en fait, c'est que c'est vraiment une vraie passion pour moi, l'international. J'ai fait mon baccalauréat en administration des affaires, en gestion internationale à la Faculté des sciences de l'administration, puis ça a été un vrai coup de cœur. L'international, j'ai été étudiée grâce à la FSA, en fait, en Chine, aux États-Unis, au Mexique. J'ai fait une mission commerciale au Chili, donc j'ai vraiment eu la piqûre. Ouais, puis j'ai adoré ça. En fait, je voulais pouvoir redonner ça un peu. Ça a été tellement changeant. Pour moi, ça a été une expérience qui je me suis vraiment développée en tant que personne quand j'ai fait ça. Donc, de pouvoir accompagner les étudiants qui le vivent aujourd'hui, c'est vraiment une expérience incroyable. De pouvoir en témoigner après le retour aussi, comme Camille. Oui, justement. Oui, mais moi, c'est Camille. Je suis en premier cycle du baccalauréat en administration. Et puis, la session passée, en hiver 2023, j'ai fait une session à l'étranger en Espagne grâce à Sabrina. Et puis, j'ai vraiment eu la piqûre de tout ce qui touche l'international. Je me suis spécialisée en gestion internationale. Et puis, je repars cet hiver pour une session d'études en Autriche. Ouais, puis c'est drôle parce que justement, moi et Camille, on se connaissait pas avant, mais les deux, on va partir à la même destination en Autriche et qu'on va vivre ensemble. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire une session à l'étranger? Moi, ça faisait vraiment des années que je voulais vivre l'expérience à l'international, que je voulais me dépasser, de vivre quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Puis justement d'apprendre des nouvelles cultures, surtout d'apprendre l'espagnol qui m'intéressait vraiment, d'apprendre une troisième langue en fait, et aussi développer mon anglais parce que tous les cours se font en anglais. Donc, c'était vraiment ça mes principales motivations. Puis est-ce que tu trouves que ça t'a aidé justement pour ce qui est des langues? Oui, vraiment. Je trouve que mon anglais s'est totalement amélioré. Tous les cours sont en anglais, tous les amis, peu importe d'où ils viennent, toutes nos discussions sont en anglais. Je te dirais aussi, mes amis que j'ai rencontrés de France, on parlait tout le temps en anglais. Ah ouais, même si vous aviez une langue. Exact.
juste parce que, en fait, tu sais, on est tout le temps une grosse gang d'amis, donc on veut pas déranger des gens qui parlent une autre langue. Tu sais, c'est toujours le fun de discuter tout le monde ensemble. S'assurer que tout le monde comprend qu'on parle. Oui, exact. Justement, tu parlais un petit peu des amis, l'inclusivité de tout le monde quand on rentre dans une nouvelle école et tout. C'est-tu compliqué ou justement à cause des langues qui peuvent être différentes ou justement, vu que l'anglais c'est comme ce que tout le monde se dit qu'il est la bonne langue à parler? Moi, au début, j'avais vraiment peur de cet aspect, de ne pas être capable de communiquer avec les gens. Mais c'est vraiment beaucoup. Souvent, les gens, c'est leur deuxième langue. Donc, tout le monde est un peu plus gêné au départ, mais c'est la seule langue qu'on est capable de communiquer. Donc, à la fin de la journée, tout le monde fait son possible, puis il n'y a personne qui juge personne parce que tout le monde, c'est notre deuxième langue. Puis je te dirais, ça a été quand même vraiment facile de se faire des amis parce que tu arrives là, tout le monde a envie de connaître d'autres personnes. Tout le monde est super ouvert, puis tout le monde t'accueille les bras dans ses bras. Tout le monde a la même mentalité comme de connaître et de faire des connaissances avec tout le monde. Ben, tout le monde arrive dans un nouvel environnement finalement, donc doivent se refaire un groupe d'amis, retrouver en fait un petit sentiment d'appartenance. Donc c'est comme un besoin pour tous les étudiants internationaux qui arrivent à destination aussi de vivre cette expérience-là puis de se refaire un groupe. Donc ça facilite vraiment il y a une mise en commun, en fait, un contexte qui fait que vous avez vous recherchez un petit groupe d'appartenance pour cette expérience-là. Exact, tout le monde s'entraide. Puis tu sais, au final, souvent les gens qui font ce genre d'expérience-là, c'est parce qu'ils sont ouverts à rencontrer des gens de d'autres cultures aussi. Fait que j'imagine que ce contexte-là qui fait que ça va être beaucoup. Puis je suis curieuse de savoir, il y a combien d'étudiants environ par session qui vont partir de la faculté à l'étranger? Je dirais qu'en moyenne, environ, là, dans les dernières années, une cinquantaine d'étudiants par session, que ce soit en double diplôme ou en session étrangère, donc en moyenne une cinquantaine. Puis en court séjour, par année, on en a une centaine. Donc au total, environ 200 étudiants de la faculté vont aller chaque année chercher un volet international pendant leurs études. Par contre, on a de la place pour beaucoup plus, là, donc c'est sûr que nous, on aimerait ça que le plus d'étudiants possible puissent ajouter un volet international à leur parcours à la faculté. C'est ça, c'est super intéressant. Il y a des places limites par université, mais il y en a tellement justement qu'il y a de la place pour encore plus d'étudiants. Vraiment, ben, en fait, si les étudiants rencontrent les exigences pour partir puis que leur curriculum le permet, c'est sûr qu'on va trouver un endroit, là, on dit toujours, ben, soyez ouverts d'esprit au niveau des destinations, puis finalement, ben, ça va être une belle surprise où est-ce que vous allez partir, puis les étudiants reviennent vraiment contents, même parfois si c'est pas l'endroit où ils imaginaient aller initialement, mais ils en reviennent avec justement un nouveau groupe d'amis international, des expériences incroyables. Donc, justement, on parlait des exigences. Tout ce qui est exigence pour partir, ça ressemble à quoi? Exemple, quelqu'un qui applique, là, à quoi il faut qu'il se prépare pour ces exigences? Oui, ben en fait, au niveau du premier cycle, on demande une moyenne de 2,67 sur 4,33 et au deuxième cycle, c'est une moyenne de 3. Ensuite, il faut avoir complété au baccalauréat 24 crédits, donc normalement une année à temps plein. Et au deuxième cycle, c'est une session, on parle de 12 crédits. Puis le dernier volet, c'est l'anglais. Donc les étudiants doivent avoir un niveau d'anglais pour partir. En fait, comme les cours vont être faits en anglais chez l'université partenaire, on demande d'avoir un certain niveau qui va permettre de quand même suivre les cours, c'est ça, puis de pouvoir être dans une situation de réussite pendant la session à l'étranger. Puis ça, dans le fond, c'est de passer le test d'anglais qui est le BEP. Exact, c'est ça. Ouais. Mais ce que je dis toujours aux étudiants, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc, si jamais le niveau d'anglais n'est pas rencontré, ben, c'est possible de faire des cours d'anglais de mise à niveau pour partir. Donc, ça ne s'arrête pas là, en fait, si le niveau d'anglais n'est pas atteint tout de suite. Il y a quand même des outils là, pour permettre à tous les étudiants d'y arriver. Donc, comme je dis toujours, en fait, c'est de se planifier plus tôt que tard. Comme ça, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir partir à l'international. Oui, ben justement, si tu sais d'avance que tu veux partir, mais puis tu sais, exemple, que tes notes sont plus ou moins bonnes, mais tu pars dans un an et demi, tu as le temps de te dire c'est ma motivation pour donner plus, par exemple. Travailler puis tout. En réalité, la langue, c'est pas vraiment un problème, que tu comprends des cours avant de partir. Exact. C'est pas une source de stress avant de partir qui devrait être. Non, puis de prendre des cours en administration en anglais à la faculté. Pratiquement tous les cours de fondement sont offerts en anglais, puis aussi certains cours de spécialisation. Je sais que Camille t'en fait quelques-uns cette session-ci. Puis ça va aussi avec des classes qui sont beaucoup plus internationales, comme on accueille beaucoup d'étudiants internationaux à chaque année. Mais ça fait une exposition, un peu comme une internationalisation à la maison
dans le cours, dans les travaux d'équipe. Fait que comment Ben tu oui, fais ça, c'est toi? intéressant aussi. Moi, j'aime vraiment ça aussi, surtout parce que c'est des petites classes, puis je pense que j'ai une classe, on est 17, je suis la seule Ok. québécoise, donc c'est vraiment tous des étudiants internationaux. C'est vraiment le fun d'avoir la proximité aussi, de faire des travaux d'équipe avec tout le monde, puis d'apprendre une nouvelle culture, puis c'est comme un, tu sais, pour les gens qui veulent partir, c'est un pied dans le Vraiment. monde de l'international. Ben oui, c'est une bonne introduction, mais tu le vis chez toi, mais tu as toutes les cultures, quand ben, tu as un échange de cultures qui doit être vraiment intéressant. Puis, il y a beaucoup de cours qu'on peut prendre justement en anglais. Oui, tous les cours de tronc commun, qu'on parle de marketing, les cours de management, comptabilité, finance, opération, logistique, bref, tous les cours du tronc commun au bac. Puis plusieurs aussi à la maîtrise, donc même des cours de spécialisation. Donc, c'est vraiment pas les options qui manquent. Là. Il y a Ok, vraiment c'est pas intéressant ça. C'est le Ouais. fun, ça va mettre se mettre dans le bain un peu, ça va partir et tout, justement. Vraiment. Être en confiance avec le niveau de langue qui va être parlé là-bas pour les cours. Puis même au retour, c'est pour quand même garder ce volet international-là, parce que si je prends l'exemple de Camille qui était hyper exposée à l'international, puis des fois, on en parle de comme, OK, il va falloir s'adapter, mais quand on revient, il faut aussi se réadapter parce qu'on ne devient pas la même personne qu'on était quand on est parti. Là. Il y a comme un choc culturel inversé là, quand tu reviens de plus parler comme anglais tous les jours, puis de rencontrer des nouvelles personnes, puis aussi de partager ta culture, puis d'en apprendre aussi sur les autres cultures, puis aussi d'avoir les cours en anglais, puis de rencontrer encore des gens ici. Ça me fait apprendre aussi d'aimer ma culture un peu, puis de donner en fait des recommandations aux étudiants internationaux qui viennent ici, puis de découvrir encore plus ma ville aussi, parce que tu sais, je les amène faire des activités, puis tu sais, de leur parler un peu plus d'ici. C'est le fun parce que tu as l'autre côté que quand tu as fait ta session, tu ne l'avais pas, puis là, c'est comme si tu redonnes en retour. Tu sais. Ouais, exact. Mais c'est vrai que, puis tu sais, on peut en parler de ça, mais quand on prépare une session étrangère, on pense plus à quand on va être rendu là que le après. Mais c'est quand même quelque chose d'important à considérer aussi, que quand tu as vécu de quoi d'aussi gros, quand on revient, c'est pas nécessairement pareil, tu sais. Oui, ben c'est sûr que les associations sont toutes exponentielles à l'international. Tout le quotidien, en fait, au départ, ben, il y a la lune de miel, donc là, tout est exponentiel, tout est différent, la nourriture est différente, les façons de faire, l'environnement, la nature, les villes, tout, c'est comme tout est nouveau. Fait qu'effectivement, là, tout est exponentiel dans ce sens-là, puis c'est vraiment de revenir, ben, il y a quand même, ça change complètement aussi la perception, puis voilà. Oui, puis aussi, j'imagine que ça arrive qu'à un certain moment, comme on dit, il y a la lune de miel au départ, mais ça doit arriver que ça fait un certain moment que tu es à l'étranger, que là, il y a des petits trucs, que c'est comme plus un choc de « Ah, je pensais pas que c'était comme ça » ou je sais pas si toi, il y a des choses que tu as remarquées quand tu es allé en Espagne. C'est sûr qu'au début, tu étais vraiment excitée de tout faire, mais je te dirais que moi, j'ai pris ça très lentement. Je me suis pas, tu sais, j'ai pas fait 1001 voyages au départ parce que je voulais vraiment prendre le temps d'être dans la culture, connaître les gens qui allaient, puis tu sais, c'est ça que je t'en ai déjà parlé, tu sais, j'ai dit, je trouvais ça poche au début, je voyageais pas, puis j'avais beaucoup d'amis qui étaient en échange aussi, qui allaient partout, là, toutes les fins de semaine, puis tu sais, au bout de la ligne, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais ressortir en fait de ma session à l'étranger, c'est vraiment de rencontrer les gens, puis apprendre à les connaître, puis développer mes amitiés. Donc ça a vraiment aidé de prendre ça un peu plus calme, puis aussi de m'écouter, puis de savoir quand c'est le temps de prendre des pauses, parce qu'après 6 mois de voyage, c'est sûr que prendre une pause, puis si tu deviens fatigué de voyager, de parler une nouvelle langue, de tout le temps être confronté à rencontrer des nouvelles personnes, donc de prendre le temps, c'est super important aussi. C'est justement en arrivant là-bas, pas en partant en voyage directement dans d'autres pays qui sont proches, je pense que ça permet aussi d'établir, de mettre des bases, de se familiariser avec le nouveau contexte qu'on a. Fait que sûrement, que ça a pu t'aider justement aussi à l'école, mais déjà de connaître l'endroit un peu où tu étais, puis d'être à l'aise dans ton environnement. Ta part, ça a-tu quelque chose qui t'a aidé, tu penses, pour aussi, niveau scolaire là-bas, à bien t'établir en partant au lieu d'aller ailleurs, faire des voyages et tout? Ouais.
L'université en fait, mon université était super bien organisée. On avait une grande séance de rencontres, là, tous les étudiants internationaux. Même le maire de la ville est venu nous rencontrer, puis nous accueillir. Puis ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Tu vois qu'ils sont contents pour ça. Oui, exactement. Ils sont vraiment contents. Puis ils te regardent pas de travers. Ils sont vraiment contents de voir des nouvelles personnes. Puis souvent, tu peux avoir l'impression que tu es un étranger, qui ne vont pas aimer ça, que tu t'introduises dans leur culture. Ils sont vraiment, vraiment contents. Puis on était super encadrés. Ils nous ont tout expliqué par rapport au sport, comment on pouvait se développer, ou sinon les associations qui sont aussi dans l'université partenaire. Donc il y a vraiment des options pour se développer là, dans l'université partenaire aussi. Parce que j'imagine que c'est dans la majorité des universités qu'il y a au moins une journée d'accueil pour les étudiants. Oui, il y en a même que c'est obligatoire. Je dirais qu'il y en a pas mal partout, en fait, là, des journées d'accueil, où des fois, il y a également le programme de parrainage, donc que les étudiants locaux vont venir vous accueillir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, dans le fond, tous les étudiants peuvent se référer à eux. Mais oui, c'est vraiment commun d'avoir des journées d'accueil. On en a ici aussi quand les étudiants internationaux arrivent. Puis je pense que ça fait partie de l'accueil. Puis je trouve ça drôle de voir justement le maire qui est venu nous accueillir. Ça me fait penser, dans le fond, on a des villes plus petites, des villes plus grandes. Donc c'est sûr que dans une grande capitale européenne, peut-être que ça arriverait pas nécessairement. C'est sûr qu'à Paris, exact, on a pensé à la même chose. Mais je trouve que c'est vraiment super parce qu'il y en a pour tous les goûts, puis ça va être différent. On demande des fois, oui, c'est quoi vos aspirations professionnelles, vos aspirations au niveau académique, qu'est-ce que vous voulez développer, mais aussi, c'est quoi la réalité dans laquelle vous voulez baigner? Est-ce que vous voulez dans une très grande métropole, dans une ville un peu plus petite, parce que c'est l'environnement dans lequel les étudiants vont baigner au quotidien. Puis ça, il faut être confortable avec ça. Puis finalement, rien n'empêche, exemple en Europe, mais c'est très facile d'aller un week-end dans une grande métropole, mais c'est quoi la réalité dans laquelle les étudiants sont confortables au quotidien. Québec, c'est pas non plus c'est pas une ville aussi grande que certaines métropoles, donc c'est important de voir c'est quoi le changement auquel qu'on a envie de vivre au quotidien. Oui, ben c'est vrai parce que des fois on peut penser qu'une ville comme ça a l'air d'un bel endroit, une bonne destination, mais qu'il y a tellement de distractions, tu sais, des fois ça peut être tellement différent de où tu viens que est-ce que je voulais un clash aussi intense. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut devenir un facteur de stress pour certains, tu sais, une grande ville, là, un petit village, ou des choses comme ça. Ouais. Puis justement, que l'effet que sur le maire soit venu, ben, ça montre que les gens t'accueillent et sont contents de t'avoir plus que dans une grande ville, où que tu fais peut-être moins de liens parce que tu vois moins de personnes en partant, puis les gens sont moins au courant qu'il y a des gens qui arrivent justement à l'international. Ça peut devenir un facteur de stress, je pense, dans toutes les grandes villes. Oui, tu peux, tu sais, comme mettons, j'ai une amie par exemple qui est en France en ce moment à Montpellier, puis elle sait qu'il y a plusieurs Québécois à Montpellier, mais on n'en a pas vu aucun depuis. Fait que, ben, tu sais, ça veut pas dire que tu vas pour voir des Québécois, mais en voulant dire c'est gros comme ville. Puis, par exemple, moi, je pensais pas aller dans une petite ville comme Kufstein en Autriche, on va partir. Puis finalement, quand j'ai pris mon rendez-vous avec toi et que tu me l'as emmené sur une autre perspective, j'étais comme, mais peut-être finalement c'est ça qu'il me faut, une petite ville. Je pense que pour moi, finalement, ça fait plus de sens que si je suis allée dans une ville super populeuse. Ouais. Les gens vont avoir tendance à penser comme une grosse ville, ça va être le fun, puis ils vont avoir beaucoup expectations. Oui, mais c'est sûr que c'est vraiment important de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on veut nous. Avant toute chose, puis Sabrina est vraiment là pour ça. Elle est capable de nous renseigner vraiment. Surtout moi, au début, je voulais aller dans une grande ville, puis après, j'ai eu des rencontres avec toi, puis j'étais comme, ok, finalement, je vais peut-être pas aimer ça, en fait, d'aller dans une grande ville. Puis je suis vraiment reconnaissante et super contente du choix que j'ai fait à la session passée. Puis je suis sûre que aussi cette session, ça va être vraiment. Moi, mon plaisir, en fait, c'est quand je rencontre les étudiants, de poser les questions vraiment qui vont. OK, exemple, oui, tu as parlé à tel ami qui est allé là-bas, c'était une expérience incroyable, mais toi, tu es une personne complètement différente. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin? En fait, c'est ça parce qu'on est tous différents. Fait qu'est-ce qui est bon pour l'autre? Pour un, va peut-être pas nécessairement être l'idéal pour l'autre. Fait que c'est de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que je me verrais? Qu'est-ce que je veux approfondir? Puis finalement, c'est ça,
c'est ça, c'est de se reposer les questions qui vont vraiment, qu'est-ce qui va venir avoir un impact qui va être positif pour nous, puis qu'est-ce qu'on a besoin. Puis ce qu'on a besoin dans 3 ans, ça va peut-être être différent de ce qu'on a besoin maintenant dans notre vie. Donc, c'est tout de se poser ces petites questions-là, finalement, de pourquoi on part, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher. Et tout. Puis de voir Camille, justement, avant son départ, puis je voyais qu'il y avait quand même un stress de voir l'inconnu, tout ça. Puis de la voir revenir autant, justement, comme avec de l'assurance pétillante. Puis je vois là, les étoiles qui s'allument dans ses yeux quand on parle de l'international. Pour moi, c'est comme le plus beau cadeau de revoir, justement, puis toute l'équipe du service du développement et de relations internationales, de revoir les étudiants qui viennent vers nous, qui nous disent hey, ça a complètement changé toutes mes attentes. Puis ce que je trouve intéressant, j'avais une étudiant qui me disait ceux qui reviennent à l'international, ils disent ça a été la plus belle expérience de ma vie, mais ça met les attentes quand même hautes, là, parce que on ne sait pas trop à quoi s'attendre, ça met beaucoup de pression qu'il faut que le séjour à l'international soit rencontre les attentes qui sont très élevées. Fait que ça fait un petit peu peur, est-ce que c'est vraiment ça? Puis finalement, au retour, on disait, ben oui, effectivement, ça a été comme. Je comprends ce que les gens disaient. Fait que c'est important, effectivement, au retour, de pouvoir justement en parler avec des gens qui l'ont vécu, parce que c'est ça, c'est de dire, ben, ce que j'ai vécu, ça m'a vraiment changé, puis de pouvoir en discuter avec d'autres. C'est rendu une partie de toi, j'imagine, que tu n'avais même pas avant. Puis tu apprends à te découvrir aussi là-dedans. Puis je pense, comme vous dites, c'est important que tu le fasses pour toi, parce qu'au final, c'est tellement quand même une grosse expérience que normalement, tu n'as pas fait de quoi d'aussi gros avant, ça dépend pour qui. Mais en voulant dire, c'est important, un projet comme ça qui se planifie d'avance, qui est quand même beaucoup de sous, il faut le prévoir, ben, tu vas être sûr que tu le fais pour les bonnes raisons. Vraiment. Puis d'ailleurs, pour ce qui est du financement, ben, effectivement, c'est sûr que c'est quand même une très grande planification. D'ailleurs, Camille, quand elle est revenue, elle a fait pour sa destination vraiment un fichier Excel avec tous justement le budget qu'il faut établir. Et je trouvais ça super intéressant. On l'a mis de l'avant aussi pour la destination où elle est allée. D'ailleurs, je pense qu'on l'a pas dit, mais c'était à l'université de Deusto à Bilbao en Espagne. Mais oui, définitivement, c'est quand en fait les étudiants viennent me voir, ben, c'est sûr que je demande justement c'est quoi au niveau budgétaire, parce que le coût de la vie n'est pas pareil partout. Si on va étudier dans des pays comme les pays scandinaves, la Suisse, ben, c'est sûr, Singapour, c'est des pays où le coût de la vie est le plus élevé dans le monde. Donc, c'est sûr que ça va être plus cher qu'ici. Après, c'est ça. Donc, il faut faire ses devoirs, il faut aller s'informer c'est quoi les coûts de la vie. C'est sûr que nous, on peut quand même guider aussi, mais on a du financement qui est disponible. Donc, pour tous les étudiants, que ce soit des étudiants québécois, canadiens, internationaux, on a une bourse de 3 000 $ par session qui est offerte pour étudier à l'international. Et également, il y a un financement de la part de Logique pour le billet d'avion. Normalement, c'est au prorata de la destination. Donc, si on regarde pour l'Europe, c'est 550 $ le financement pour le billet d'avion. Et plus on va loin, finalement, plus le montant est élevé. Ensuite, pour les étudiants qui reçoivent des prêts et bourses, en fait, demeurent inscrits à temps complet à l'Université Laval. Donc, demeurent admissibles aux prêts et bourses pendant leur session à l'étranger. Également, on a des donateurs privés à la faculté qui offrent des bourses pour la mobilité, pour encourager la mobilité. Donc, on a environ une dizaine de bourses qui varient entre 500 et 2500 par session. Et comme actuellement on a une cinquantaine d'étudiants, c'est quand même une chance sur 5 d'aller chercher un financement supplémentaire. Donc, le ratio est quand même intéressant. Et on a également des bourses ambassadeurs. Donc, cette année, on avait 3 bourses de 2500 $. Donc, c'est au retour, en fait, que les étudiants peuvent appliquer pour ces bourses-là. Donc, quand ils ont nous ont aidés dans la promotion des études internationales, que ce soit on a des étudiants qui ont déjà fait un podcast, des articles de blog, donc plusieurs actions variées, ils ont en fait répondre à des questions-réponses sur Instagram, donc vraiment plein d'actions qui peuvent être variées, qui peuvent un peu démystifier c'est quoi les études à l'international. Et ben, j'en profite en fait pour faire une petite annonce pour cette bourse-là.
qui était, dans le fond, la bourse ambassadeur international Emilia Bolduc. En fait, j'ai à ma compagnie une des étudiantes qui va être lauréate de cette bourse-là. Donc, Camille, félicitations! Oh mon Dieu! Donc, une petite surprise, là. Donc, on a 3 étudiants là, qui vont avoir la bourse Emilia Bolduc ambassadeur international pour la session d'hiver. Donc, Camille qui va recevoir cette bourse. Félicitations! Mais c'est pleinement mérité, là. Donc, oui, tu peux peut-être parler de qu'est-ce que tu as fait pour. Oui, ben, en fait, c'est ça, il me demandait de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Moi, je voulais vraiment, au début, je cherchais quoi faire. Puis c'est sûr, l'aspect financier, sur l'Université Laval, ils disent que c'est à peu près un budget de 10 000 $. Mais c'est sûr que ça peut varier là, de place en place. Donc moi, je voulais vraiment voir combien ça va me coûter. Donc j'ai vraiment fait une page de tout le financement que j'ai eu et aussi combien ça m'a coûté. Puis un peu de mon appartement, vraiment de tout séparer. Tout ce que ça m'a coûté. Sinon, j'ai fait vraiment plus d'informations sur ma petite ville parce que aussi je voulais mettre plus de l'avant en fait les destinations qui sont moins populaires que je me suis dit, tu sais, je comprends pas qu'il y a autant de monde qui va aller dans les grosses villes puis les endroits populaires, on n'entend jamais parler des plus petites destinations, donc c'est pour ça que je vais mettre un peu plus d'emphase et à aider beaucoup les étudiants parce que moi, ce qui m'a aidé, j'ai trouvé une étudiante qui venait d'Allemagne, qui est allée à Bilbao, parce que de Laval, il n'y avait pas grand personne qui était allée, puis j'avais pas trouvé beaucoup d'informations. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour trouver mon appartement. Ça m'avait dit tous les quartiers où c'est recommandable en fait d'habiter, sinon vraiment par rapport au restaurant. Donc j'ai voulu vraiment redonner aussi à l'Université Laval. Puis donner des informations aux futurs étudiants, puis leur démontrer aussi que, OK, il y a des choses à faire dans les petites villes, puis ça peut être le fun aussi. Puis, tu sais, juste des organisations, comment se faire des amis, un peu plus sur les cours, parce que c'est sûr que Sabrina et Audrey vont être capables de t'aider pour les cours, le choix de cours, mais d'avoir comme plus d'informations, parce que c'est ça, t'es jamais allé non plus. Dans nos exactement, exactement, pour l'université, donc de renseigner pour des cours de langue ou comme le fonctionnement des cours, le calendrier, justement le programme de parrainage, donc plein d'informations que j'ai voulu vraiment partager. C'est un guide hyper détaillé sur justement partir d'une session à Bilbao. C'est tellement riche en informations que les étudiants qui vont aller dans ces destinations-là sont vraiment outillés. Donc c'est super. Puis ce que j'adore, c'est de voir justement les étudiants qui veulent redonner au suivant, justement comment promouvoir les études internationales. Puis ça devient en fait, les étudiants ils ont tellement apprécié leur expérience qu'ils veulent redonner puis qu'ils veulent que plus d'étudiants le vivent. Puis il y a vraiment une communauté d'entraide en fait de ah oui, je suis déjà allée là, je vais te donner tous mes conseils, puis c'est comme il y a vraiment beaucoup de partage, puis je trouve que c'est vraiment beau à voir. Mais oui, vraiment. C'est le fun, ça permet justement, déjà comme moi personnellement, tu sais, je suis pas parti encore à l'étranger, puis c'est peut-être quelque chose qui peut m'intéresser. Je veux de voir des gens qui reviennent comme ça, puis qui sont tellement enjoués de raconter ce qui s'est passé là-bas, puis comment ça a été le fun, ben ça me donne envie de le faire. Oui, il y a une petite chose dans ce que tu as dit qui est un petit peu plus qui attire mon attention, c'est tout ce qui est appartement, justement. Tu sais, ça, avant de partir, est-ce que c'est déjà prévu ou comment on s'arrange un peu, tu sais, rendu là-bas, s'il y a un problème, quoi que ce soit, sur tout ce qui est logement, comment ça fonctionne un peu plus? Oui, en fait, pour les appartements, souvent les universités partenaires, au début, ils t'envoient un courriel avec soit des liens pour trouver un appartement. Donc, souvent, dans les destinations, ça peut être plus difficile de trouver des appartements, puis tu ne sais pas si le site est recommandable ou non. Tu prends un appartement un peu les yeux fermés, là, tu ne peux pas arriver là non plus. C'est comme, ah, OK, l'appartement n'existe pas. Mais souvent, justement, l'université partenaire va donner des liens recommandables pour trouver des appartements. Sinon, certains partenaires ont aussi des résidences. Donc, pour les gens là, qui veulent vraiment pas se casser la tête et préfèrent être en résidence, ça c'est possible aussi. Ben, je dirais que pour complémenter, ça dépend vraiment des universités. Je dirais qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus le volet campus universitaire. Donc, aux États-Unis, par exemple, il va y avoir tout le temps des résidences universitaires où ça va être possible de rester. Quand on pense au campus à l'américaine, en Europe, il y a un peu moins de résidences universitaires. Ça va être plus de trouver un logement soit en colocation, des choses comme ça.
Mais dans le fond, s'il y a des étudiants qui ont vraiment la préoccupation première, c'est de trouver un logement. Le stress de devoir trouver un appartement à l'étranger, ça peut paraître un bon défi. Donc, on a des partenaires quand même là, un peu partout à travers le monde. Nous, on sait où est-ce qu'ils sont, où est-ce que ça va être. Donc, on peut conseiller si c'est un stress finalement de devoir trouver un logement. Mais c'est ça. Donc, les universités partenaires vont toujours envoyer des recommandations si eux n'ont pas de résidence sur le campus. Il y a même des endroits où c'est possible de vivre en famille d'accueil. Je pense à un partenaire au Japon, au Mexique, au Pérou. Donc, pour une expérience vraiment qui est pour apprendre la langue, on apprend davantage sur la culture. Quand j'étais étudiante, j'avais fait justement un séjour au Mexique où je vivais avec une famille d'accueil. Puis d'être là dans les rassemblements familiaux, c'était vraiment incroyable. Puis c'est ça. Donc, il y a vraiment plein de possibilités selon les intérêts de chacun. Puis justement, par rapport à des destinations qui sont plus atypiques, par exemple, j'imagine qu'il y a moins de gens qui partent Amérique du Sud ou peut-être Asie, Océanie, en Australie, je veux dire, c'est quand même populaire. Mais justement, dans ces destinations-là, est-ce que c'est justement moins des résidences? C'est vraiment variable. Je pense en Chine, il y en a quand même pas mal de résidences, en Corée aussi, à Hong Kong, à Singapour, il n'y en a pas. Donc, ça va vraiment varier d'une ville à l'autre. C'est ça, il n'y a vraiment pas de. Chaque campus, chaque université est différente. Puis, c'est la beauté finalement de la chose. Puis, parfois, il y a des étudiants qui sont allés avant. Donc, là, on peut avoir un peu plus de feedback. Parfois, on est les premiers, mais on n'est pas les premiers dans le monde. Donc, c'est possible d'aller même sur YouTube voir des témoignages. Il y a des étudiants qui sont un peu plus des vloggers qui vont aller commenter leur expérience. Donc, il y a comme plein de façons d'aller faire les recherches pour trouver de l'information. C'est ça. Donc, certaines villes, les grandes métropoles, ça peut être un peu plus ardu parfois de trouver un logement. Mais les étudiants réussissent là, à trouver quelque chose. Par contre, nous, on ne peut pas les accompagner pour trouver un logement. Là, comme on va recommander d'utiliser les recommandations des partenaires, mais on ne peut pas accompagner chaque étudiant dans sa recherche de logement, malheureusement. Même chose pour le visa. Mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'entraide qui se fait, puis ça se prépare. Donc, ce que je recommande, c'est de se prendre d'avance pour voir, OK, si je vais aller dans tel pays, ça fait un peu partie de l'entonnoir de où est-ce qu'on veut aller, notre zone de confort, est-ce que moi je vais aller rechercher un logement à l'étranger ou pas? Puis là, ça fait un entonnoir un peu sur les destinations finalement selon chaque personne et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme démarche administrative. Puis toi, justement, Camille, est-ce que ça a été complexe de trouver un appartement? Non, ça a été quand même facile parce que justement, mon université partenaire de Sto avait une plateforme d'appartements. Donc, c'est vraiment les gens, les propriétaires qui mettaient leurs appartements sur le site de l'université. Et puis, j'ai trouvé un appartement. Puis justement, de savoir si avec l'université, je savais que toutes mes colocs, ça allait être des étudiants internationaux. Il y en a qui étaient justement en baccalauréat, mais il y en a qui faisaient aussi des études de deuxième cycle. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir vraiment un mix. J'avais un coloc qui était colombien, l'autre venait de Belgique, sinon c'était deux de Corée du Sud. Donc, c'était vraiment intéressant aussi, tout le mix de personnes que j'avais dans mon appartement. Puis j'imagine que ça, c'est quelque chose qui peut se reposer aussi dans les résidences, parce que ça doit être des résidences pour étudiants internationaux. C'est mix étudiants locaux et internationaux. Donc, tu as un mix un peu de t'exposer justement à la culture locale, mais aussi en même temps internationale. C'est un très beau mélange. Moi, j'ai une petite question. Tu sais, exemple, quelqu'un qui n'est pas nécessairement prêt à faire un changement plus un peu radical, tu peux vraiment être dans un choc culturel. Tu sais, pas des prérequis, mais des prix d'expérience qu'on peut faire avant de partir, des petites choses comme ça qui ne sont pas nécessairement à l'international pour 6 mois ou pour une session complète. Définitivement, en fait, on a comme plusieurs possibilités pour partir à l'international. Les cours séjours crédités, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est sur une période de 1 à 8 semaines pour aller, c'est principalement pendant l'été. Donc, c'est possible d'aller chercher des crédits dans votre programme de baccalauréat ou de maîtrise. Exemple, on a au baccalauréat 2 semaines à Paris en fashion business. Donc, ça va être hyper intéressant pour quelqu'un qui veut être interpellé par ça. On a également en marketing du sport. En fait, il y a des thématiques vraiment variées qu'on n'a pas tout le temps nécessairement ici. Puis, ça permet d'aller chercher une expérience internationale, mais 2, 3, 4 semaines, c'est quand même. Il y a une fin quand même proche. Donc, si on veut pas, on ne sait pas si on veut aimer ça à long terme, 4 mois,
peut-être que si on n'est jamais à l'international, ça peut faire peur. Donc, il y a quand même des possibilités d'aller faire un petit saut à l'international, voir. Puis, souvent, les étudiants qui font ça, ben, ils me disent finalement, est-ce que je peux partir plus tard, une autre session, parce que j'ai vraiment aimé ça, j'ai envie de rester plus longtemps, puis de m'imprégner plus de l'agriculture, d'en apprendre davantage. Puis, donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement, des étudiants qui partent pour une plus courte période en cours séjour. Ça, on en a tout plein. Et à chaque année, en janvier, en fond, on en fait la promotion, on en parle, puis c'est là que c'est possible pour les étudiants d'appliquer. Et un court séjour n'empêchera pas nécessairement de partir plus tard en session. L'optique, c'est toujours de se planifier d'avance, puis de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux, comment je peux préparer mon cheminement académique pour laisser justement des cours qui vont me permettre d'ouvrir plus les portes aux destinations. Sinon, quelqu'un qui veut vraiment partir plus longtemps, à l'inverse, on a des doubles diplômes. Au baccalauréat, ça implique de partir 2 ans, puis à la maîtrise, 1 année complète. Mais au terme de ça, les étudiants reçoivent non seulement le diplôme de l'Université Laval, mais également de l'université partenaire. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Donc, on en a de tous disons, de 1 semaine jusqu'à 2 ans comme type de programme. Donc, il y en a pour tous les goûts, finalement, en termes de mobilité. Le type de préparation aussi doit être différent pour un court séjour, pour une autre préparation. Mais dans tous les cas, je il faut quand même se prendre d'avance. Comme exemple, quelqu'un qui dit aujourd'hui je voudrais partir, c'est quand qui prévoit ça, ben, c'est combien de temps d'avance que là, tu suggères de se prendre? Ben, pour un court séjour, je dirais que c'est l'hiver le précédent le départ. Donc, exemple, pour partir à l'été, ben, dès janvier, ça peut être un bon moment. Mais toujours, même dans l'optique dès qu'on sait qu'on veut partir, de poser des questions justement à la direction de programme ou au service de développement des relations internationales pour justement pouvoir en fait faire des choix de cours dès maintenant qui vont permettre la mobilité plus tard. Donc c'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Mais il est rarement trop tard finalement. On a quand même des étudiants qui viennent nous voir, qui leur reste une session, disent ben, je veux vraiment partir, puis là ben, c'est le moment ou jamais. Donc on essaie vraiment que ça soit possible. Parfois ce n'est pas, mais on travaille fort avec les étudiants pour rendre ça possible. Mais il n'y a pas de. En fait, le cheminement est tellement flexible à l'Université Laval. Vous pouvez prendre les cours que vous voulez à chaque session. Donc en faisant les bons choix, ben, c'est possible de partir pas mal à n'importe quelle session finalement. Si je parle par exemple de mon expérience personnelle, c'est sûr que c'est plus dernière minute que j'ai choisi que je voulais partir. Puis moi, je suis à ma dernière année normalement. Puis là, finalement, je vais prolonger pour une autre session à l'automne. Mais je voulais pas que ça soit ça qui m'empêche de partir. T'sais, au final, c'est tellement une expérience que je voulais vivre, la session étrangère. C'est sûr que avoir su si je pouvais reculer dans le temps, j'aurais peut-être planifié d'avance, mais au final, je pense pas que en fait, c'est pas ça qui m'arrête de la faire, d'avoir une session de plus. Puis, ça m'a pas empêché, justement, même si normalement j'aurais été à ma dernière année. Fait que, sinon, j'aurais pu faire un court séjour si je voulais pas vivre l'expérience au complet, parce qu'on l'a pas dit, mais court séjour, c'est des cours qui sont crédités aussi. Oui, c'est ça, exact. 3 ou 6 crédits pendant l'été. Des fois, ça peut permettre d'alléger un peu une session plutôt que 30-15 crédits. Ça peut être 12 crédits par session. Mais finalement, c'est toujours une question de priorité. Nous, c'est ce qu'on dit aux étudiants. C'est quoi vos priorités? Donc, dans ton cas, tu as décidé, je veux vraiment partir à l'international, quitte à prolonger d'une session. Mais c'est ça, ça dépend vraiment de la priorité de chacun. Puis, ben, on va pouvoir ajouter nos conseils en conséquence. Ouais. Mais il y a moyen aussi de ne pas rallonger son baccalauréat et de faire la session à l'étranger. Oui, ça dépend. Les gens ça. veulent vraiment graduer. Oui, je dirais que c'est pas tout le monde. Là, en fait, les cours qui vont être faits à l'international, normalement, sont tous crédités. Là, donc, c'est un prérequis aussi. Donc, ça avance la session à un rythme régulier. Là. Donc, je pense que la station est un petit peu. Oui, non, c'est ça. Je me suis mal exprimée, mais c'est ça, parce que moi, je voulais garder mon bac en finance. Puis là, je ne pouvais pas aller chercher les cours qui me manquaient à l'international, parce que c'est sûr que si j'avais décidé que je voulais avoir un cheminement plus sur mesure, qu'on dit. C'est ça. Oui, j'aurais pu terminer cette année, c'est ça. C'est plus personnel à moi. Exact, c'est toujours une question de priorité finalement, puis on trouve une solution là-dedans. Donc, c'est ça, mais la plupart des étudiants vont réussir à faire le bac, en exemple, en 3 ans. On parle beaucoup du bac, mais aussi une maîtrise, ça rallonge pas finalement les études de partir étudiant international. Même que parfois, ben, ça peut, dans certains contextes, comme les cours séjours, ça peut alléger les sessions régulières. Donc, Puis
Puis toi aussi, tu peux le témoigner, mais on est vraiment bien accompagnés là, dans notre juste nos questionnements. Ah, est-ce que j'aimerais ça partir? Puis après, commencer les démarches. Je trouve que c'est vraiment sur mesure, adapté à chacun. Puis ça, moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé dans mon processus là, de prendre rendez-vous avec toi. Puis... Ben, merci. C'est pour ça qu'on le fait en fait, là, puis c'est toujours plaisant de recevoir des commentaires comme ça. J'ai hâte de voir rendu là-bas. J'ai pas encore vécu. On parle un peu d'accompagnement. Moi, je verrais un peu plus d'une perspective qui en connaît un petit peu moins sur le sujet que vous. Là. Justement, pour les gens qui veulent peut-être prévoir un séjour à l'étranger ou vraiment une session complète, tout ce qui est accompagnement rendu là-bas. Quand on a certains problèmes, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des gens, soit il y a des ressources, des partenaires qui sont déjà là-bas, ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'on a tout le temps une ressource qui reste à l'université, mais qu'on peut parler en tout temps aussi? Comment ça fonctionne? Clairement que ça peut être peut-être un stress pour des gens. D'arriver là-bas, un choc culturel, un choc avec le contexte de l'environnement, exactement, se sentir seul et tout. Est-ce qu'il y a des recours pour ça? Ben, définitivement, c'est sûr que les universités partenaires vont toujours avoir normalement un support psychologique pour les étudiants. Par contre, on a la chance d'avoir une intervenante de proximité à même la faculté. Il y a aussi le centre d'aide à l'Université Laval. Quand on a des problèmes, parfois ça peut être plus plaisant d'en parler à quelqu'un avec qui on a la même langue maternelle, puis qui comprend un peu notre réalité. Donc, de parler dans une langue seconde avec quelqu'un qui sait également sa langue seconde, de situations qui peuvent être difficiles à vivre, c'est peut-être pas le plus rassurant, c'est possible quand même, là, mais donc c'est possible de venir chercher un support auprès de l'Université Laval. Donc nous, c'est sûr qu'on est toujours, on met de l'avant justement ce support-là qui est offert. On a vraiment de la chance justement de pouvoir offrir ce support-là, puis les étudiants sont bien accompagnés. Oui, ça arrive parfois qu'il y a des situations un peu plus difficiles que d'autres, on est tous différents, puis on vit la courbe finalement d'adaptation culturelle à l'international différemment. Donc, il y en a pour qui un choc culturel, ça peut venir après une année, d'autres, ça peut venir après une semaine. Et donc, c'est pour ça que justement, c'est étudié, puis c'est mis de l'avant. Puis, il y a des formations aussi de la part du Bureau international qui vous guide, qui vous donne des ressources. Il y a même un numéro là, justement pour les urgences à l'international qui est ouvert 24 heures sur 24 à l'Université Laval. Donc, vraiment, je pense que les étudiants sont très bien outillés pendant leur session. On espère toujours que ça se passe bien, mais des fois, de juste en parler, ça peut, c'est pas obligé en fait que ça se passe plus difficilement pour avoir besoin de parler à quelqu'un. Des fois, c'est juste un besoin de parler, puis des ressources qui sont là. OK. Même si on est bien encadré, même si on est loin de l'université. Oui. Vous devez m'inscrire justement à l'Université Laval pendant votre session à l'étranger. Aussi, tous les gens que tu rencontres là-bas vivent la même expérience que toi, donc ont aussi le choc culturel. Donc, ça fait vraiment du bien de parler à des gens qui sont dans la même situation que toi. Tu sais, souvent, moi, j'ai trouvé ça difficile de ne pas pouvoir appeler mes parents ou mes meilleurs amis ici parce qu'avec, en Europe, avec le décalage horaire, c'était difficile. Donc, j'étais toujours confrontée à parler avec les gens avec qui j'étais, mais ça faisait du bien parce qu'ils comprenaient la situation dans laquelle j'étais. Donc, ça a vraiment aidé aussi. Oui, parce que as-tu des conseils, toi, justement, parce qu'avec le décalage, c'est sûr que nos proches, c'est plus difficile de communiquer avec eux. Comment tu vivais ça, toi? En fait, moi, je m'arrangeais toujours pour soit appeler une fois semaine, la fin de semaine. Mais c'est sûr, c'est un peu plus difficile de garder contact. Mais ça peut être soit des... Moi, j'ai fait un album de photos partagées. J'ai toutes mis mes amis, toute ma famille. Donc, on gardait contact. J'avais ma grand-mère qui m'écrivait un petit mot par rapport à la photo que j'avais publiée. Donc, je trouve que ça, c'est quand même un bon truc là, pour garder contact avec les gens. Puis ça m'amène à une question. Est-ce que tu avais des craintes avant le départ? Moi, c'est vraiment par rapport à la langue. J'avais peur de ne pas être capable de communiquer ou de moins m'intégrer. Mais comme j'ai dit, là, tout le monde t'accueille les bras ouverts. Là, puis c'est vraiment facile de s'intégrer dans le contexte de l'université parce que tout le monde veut se faire des amis. Tout le monde a l'envie de rencontrer des nouvelles personnes aussi. OK, c'est intéressant. Puis aussi, par rapport à l'éducation, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a un système d'éducation aussi qui est très différent de d'autres endroits dans le monde. À quoi les gens peuvent s'attendre dépendamment des destinations? Ben, en fait, c'est super intéressant. Puis je trouve que justement d'aller apprendre d'une autre façon, ça fait partie aussi de l'expérience internationale. Donc, on a des universités partenaires où
En fait, ça va être, exemple, un groupe d'étudiants qui va se poser des questions entre eux qui sont exposés à une problématique et qui doivent, en petit groupe, trouver la solution. Et il y a un tuteur qui va, justement, s'il y a un blocage, quoi que ce soit, qui va pouvoir fournir de l'aide. Donc, c'est un peu les étudiants qui deviennent les enseignants pendant ces cours-là. Et ça va être, exemple, 2 cours, un bloc de 2 mois, ensuite une coupure et un autre bloc de 2 mois. Alors, on a des universités partenaires où ça va être une semaine, un examen, une autre semaine, un autre examen sur des thématiques différentes, et d'avoir, exemple, 10 petits cours plutôt que 4 cours. Et ça équivaut à la même charge de travail que ce que nous, on va reconnaître comme un 12 crédits. Il y a tellement de façons différentes d'apprendre dans le monde. C'est un peu la beauté de la chose. Puis, tantôt, on parlait avec Camille, puis elle m'expliquait qu'elle avait eu vraiment des expériences terrain dans l'un de ses cours. Donc, je sais pas si j'avais un cours de gestion événementielle, puis c'était vraiment fun parce qu'on est allé visiter des centres événementiels de Bilbao. Donc, on est vraiment allé rencontrer là, les personnes responsables des endroits, en fait. Puis ça a été vraiment le fun de faire des projets un peu plus concrets. Là. Puis ça nous a permis aussi de visiter plus la ville. Ouais, puis je pense que tu dois même aller chercher des soumissions d'hôtels, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un événement à part entière que vous deviez planifier. Exact, c'est vraiment concret, c'est de tous les prix, de la disponibilité des hôtels. C'est intéressant. Exactement. C'est vraiment comme si tu étais sur le marché du travail, ça pourrait être quelque chose que tu fais. C'est vrai que nous, on a moins cet aspect-là pratique, terrain. Ouais. On a beaucoup plus de cours magistraux ici. Donc, justement, de pouvoir mettre en pratique, je trouvais que les cours étaient beaucoup plus pratiques. On appliquait beaucoup plus la matière, soit en classe ou en dehors des classes, ce que j'ai trouvé, pour moi, vraiment une belle manière d'apprendre. Ça ajoute de la richesse à l'éducation que tu vas avoir aussi. C'est complémentaire, puis c'est vraiment intéressant de, justement, tu sais, comme tu disais qu'il y en a que c'est un peu eux qui donnent un peu le cours, puis tout, c'est très différent de ce qu'on a ici comme enseignement. Ça te met face à une situation que tu vas avoir sur le marché du travail, comme tu disais tantôt. Des fois, les problèmes surviennent justement quand on est sur le terrain plus que dans un cours magistral. C'est quand même intéressant justement que tu aies pu mettre, l'expression de mettre les deux mains dedans et pouvoir aller autant visiter la ville en étudiant. Exact. On rencontrait aussi les directeurs là, de tous les centres, puis ils nous expliquaient comment vraiment ça fonctionnait. Donc c'est super le fun que ce soit autant concret. Puis dans les cours séjours, on voit aussi beaucoup ça, des visites d'entreprise. Donc c'est quand même assez commun, des conférenciers, des gestionnaires d'entreprise qui viennent parler aux étudiants. Donc les cours séjours aussi, c'est quelque chose de très intéressant pour justement aller faire une immersion dans le monde des entreprises. C'est intéressant parce que il y en a que c'est comme 2 semaines, fait que tu peux penser que ça va être vraiment à l'école, c'est super rigoureux, plusieurs heures, mais c'est fun de voir qu'ils font du terrain aussi. Puis je pense qu'il faut juste se rappeler que quand on fait un séjour à l'international, peu importe lequel, il faut être ouvert d'esprit à, ça va être différent, puis sortir de notre zone de confort, puis c'est ça qui rend le projet aussi beau aussi. Là. Vraiment, puis ça peut mener à finalement des opportunités qu'on ne pensait pas possibles. Je pense à une étudiante justement qui était allée faire un court séjour à Paris dans le monde du sport et ont rencontré une entreprise qui a une filière à Montréal. Donc finalement, cette étudiante-là est allée travailler pour eux à Montréal. Exactement. Là, puis, donc, comment les opportunités peuvent en découler, finalement, on ne sait jamais à qui on va parler. Puis, des fois, justement, la vie va nous surprendre avec des opportunités qu'on ne pensait pas possibles, mais qu'on découvre même à l'international. Pour ma part, je t'allais naviguer un peu, là, je change un petit peu du sujet peut-être, je t'allais naviguer un peu sur les pages, là, tout ce qui est international. Puis j'ai vu, je me rappelle exactement du terme, on dit qu'on peut faire des choses internationales à la maison. Tout ce qui est de vraiment sans partir ailleurs à l'externe, mais quand même se baigner un peu là-dedans. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus là? Définitivement, parce que c'est pas accessible pour tout le monde pour différentes raisons, en fait, de pouvoir partir à l'international, que ce soit quelques semaines ou quelques mois. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher un volet international, de s'ouvrir sur le monde, mais en restant à Québec. Notamment, en fait, je pense que justement, cette session-ci, Andrea, tu me disais que tu participais au programme de jumelage avec des étudiants internationaux. Donc, eux arrivent ici, c'est de les accueillir, s'ils ont des questions par rapport à Québec, de leur répondre et tout ça. Donc, ça, c'est une possibilité. Puis, c'est
des gens qui vont être souvent très reconnaissants justement des informations puis de l'accueil qui va leur être fourni. Sinon, également, les cours en anglais, ça va être une très belle façon d'aller s'exposer un peu plus à l'international. Donc, il y a vraiment plein de façons d'aller chercher. Il y a aussi l'association Club FSA. Ouais. Donc, vraiment plein de façons d'aller chercher un volet international, mais en restant ici à Québec également. Puis justement, tu sais, je suis dans un comité, je sais qu'il y en a plusieurs que c'est peut-être un blocage qui sont dans une association ou un comité, de se dire est-ce que je peux quand même partir, est-ce que je ne pars pas justement pour rester dans mon association? C'est quoi vous pourriez peut-être recommander à ces gens-là qui se questionnent? Oui, définitivement, on le voit, des étudiants qui sont vraiment intéressés, les étudiants qui sont dans les associations sont très impliqués, puis envie souvent d'ajouter ce volet-là international. C'est sûr que de partir international une session, c'est sûr que l'autre session, parfois, ça peut être plus difficile de garder son implication. Par contre, dans les universités partenaires, il y a beaucoup d'associations. Donc, c'est possible d'aller chercher cette vie associative-là à l'international aussi. Et même d'en ramener pour l'année subséquente, quand les étudiants reviennent à l'Université Laval, d'avoir une perspective un peu différente sur les associations, puis de ramener ça à la maison. Sinon, les étudiants vont choisir de partir d'une année complète, comme ça peuvent s'impliquer dans l'année au complet à l'international. Il y a plein de façons de le voir, mais je pense que c'est une opportunité comme ça de partir de l'international, c'est définitivement à ne pas manquer. Puis d'en discuter avec d'autres qui sont déjà partis, de venir en discuter avec nous, on peut voir c'est quoi les options. Il y a aussi des calendriers qui commencent beaucoup plus tard, des sessions qui commencent jusqu'à mars ou avril à l'hiver. Donc, ça permet quand même de peut-être garder une implication, avoir. Donc, c'est des choses qui se discutent, je pense. Ouais, définitivement. Je pense que ça doit être quand même du cas par cas, puis d'en discuter justement. Puis c'est vrai que d'en parler avec quelqu'un qui a été beaucoup impliqué pendant son bac, mais qui a quand même vécu une session à l'étranger, voir comment cette personne-là, c'est quoi sa perspective là-dessus, puis j'imagine que la personne n'a pas de regrets, fait que c'est peut-être une bonne idée d'en discuter. Effectivement. Tout ce qui est aussi, cet exemple de partir à l'international, souvent c'est un projet qui peut être seul, on va dire ça comme ça. Mais il y a des gens peut-être qui demandent pour partir ensemble, par exemple partir avec quelqu'un qui est déjà parti, est-ce qu'il y a possibilité de jumeler certains petits groupes, ou bien quand on parle de petits groupes, peut-être de 2-3 personnes, ou seulement 2 personnes, afin que ce soit moins stressant pour eux, ou bien c'est vraiment chaque personne a des destinations qui peuvent être différentes. À chaque session, il y a des gens qui viennent nous voir et disent j'aimerais ça partir avec mon ami ou mes amis. C'est vraiment possible de le faire. Il faut simplement s'assurer qu'il y ait assez de place dans une destination, donc d'aller dans des destinations un peu moins contingentées, mais à chaque année, je dirais qu'il y a plusieurs étudiants qui partent en groupe aussi. C'est possible de vivre seul ou bien en groupe. Je pense que c'est deux expériences différentes, mais très, très positives. Puis justement, pour partir, exemple, à la session d'automne, c'est quand que, mettons, il faut qu'on commence les démarches là, pour être sûr de ne pas manquer le bateau puis que finalement il soit trop tard pour donner sa candidature? Oui, donc pour la session d'automne, ça va être d'ici la fin janvier ou plus tard qu'il faut ouvrir son dossier. Donc c'est ça, idéalement dès maintenant, mais jusqu'à la fin janvier, c'est possible d'être considéré pour partir à l'automne. OK. Puis pour ce qui est d'une session à l'hiver? Pour la session à l'hiver, ça va être normalement jusqu'à la fin août qu'il est possible de se manifester, de manifester son intérêt à partir pour la session d'hiver. Je sais qu'il y a vraiment plusieurs destinations. Justement, il y en a combien environ d'universités partenaires? On a 108 universités partenaires dans 40 pays différents. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment? Ouais. Puis justement, même s'il y a 108 partenaires, ça arrive souvent que les gens vont aller dans des destinations en particulier. Il y en a qui sont plus populaires que les autres. Je ne sais pas si vous aimeriez ça mettre de l'avant des endroits qui sont plus atypiques. Je sais justement, tu es allé en Espagne, Camille, mais tu n'es pas allé non plus à Barcelone, tu es allé à Bilbao. C'est moins populaire. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez parler. Oui, bien effectivement, on voit tendance beaucoup d'étudiants qui veulent aller, exemple, à Barcelone, à Lisbonne, mais vraiment, il y a des destinations pour tous les goûts, donc chaque personne est différente, qu'on soit plus petite ville ou grande ville, nature, comme là vous allez en Autriche, vous allez être dans les Alpes autrichiennes, ça va être quand même incroyable. Exactement, donc c'est un tout autre, finalement c'est un tout autre environnement. Vous allez pouvoir voyager en train beaucoup aussi, donc en fait, chaque personne est différente. Il y en a qui, exemple, aller en Belgique, en France, les cours vont être possiblement en anglais,
mais quand même de pouvoir connecter avec les gens locaux, ça va être plus facile un petit peu. Donc il y a comme plein de perspectives à voir finalement qui sont différentes. Des étudiants qui vont me dire, ben, je vais apprendre l'anglais, mais c'est pas obligé d'aller dans un pays anglophone parce que la langue commune va toujours être l'anglais. Mais définitivement de se laisser finalement là, sortir de sa zone de confort. Peut-être que l'Asie, c'était pas un endroit qui était considéré initialement. Il y a tellement des belles destinations incroyables, des universités aussi qui offrent des cours hyper intéressants. On a des partenaires aux États-Unis, en Amérique du Sud. Bref, c'est tellement varié que finalement d'avoir une ouverture d'esprit. Puis on peut vous faire des suggestions avec justement en prenant en considération la taille de la ville, les aspirations professionnelles, les cours que vous avez envie de suivre, tout plein de facteurs différents, la méthode d'apprentissage privilégiée. C'est d'avoir cette ouverture-là finalement là, sur le monde. C'est plus complexe qu'on pense. Il ne faut pas juste penser à c'est où que les paysages sont beaux. Là, on va dire qu'ils vont être beaux à tout endroit, mais on va dire c'est, comme tu dis, l'éducation aussi, la grandeur de la ville. Il y a plein de choses à prendre en compte. Quand on fait un séjour comme ça, c'est pas juste un voyage, c'est pas une expérience touristique comme aller 2 semaines à Paris, par exemple. Est-ce que tu veux vraiment vivre 3 mois, 4 mois à Paris, à temps plein là-bas? Oui, c'est pas pour tout le monde finalement. Il y en a qui veulent un petit peu plus de calme, mais aller les week-ends, là, par exemple, ça peut être possible. Donc, puis tu as justement aussi ben, Bilbao, c'est une ville de moyenne taille, tu as quand même beaucoup de services, beaucoup d'activités. Puis un aéroport, mais quand même justement un peu plus de calme, comme on retrouve à Québec peut-être aussi. Là. C'est ça, en fait, je t'ai fait confiance, puis je savais que moi, de vivre à temps plein dans une grosse ville, ça n'allait pas fonctionner. De visiter, c'est toujours le fun, puis on a pareil la possibilité, surtout en Europe, c'est facile de prendre l'avion, prendre le train, prendre les bus, c'est super accessible, mais de vivre, il faut vraiment y aller avec une perspective de long terme. Là. Donc, d'être vraiment ouverte à prendre des destinations qu'on n'avait pas non plus nécessairement pensé au début. Oui, ben, je pense qu'il y a des destinations pour tout le monde. Il faut juste trouver la sienne, puis justement, là, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de critères positifs qui vont aller vers cette destination-là, puis de se lancer dans l'aventure, finalement. Oui, parce que justement, moi, j'avais pas pensé. Vraiment, l'Autriche, j'étais même pas dans mes choix. Puis finalement, je suis tellement contente que ça soit là. Je regarde des photos, puis j'ai hâte d'y aller. Puis je pense que les cours aussi, je trouve qu'ils vont être intéressants. Puis on dirait que ça fait du sens finalement. Puis c'était pas ça que j'avais en tête au début. Je suis vraiment super contente. Ouais. Aussi, tout ce qui est, tu sais, exemple, moi je veux partir peut-être plus tard, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des conseils à certains étudiants que vous donneriez, peut-être vous entendre un petit peu parler sur ça les deux, là, quel conseil de base, mais autant une fois rendu là-bas, que vous auriez à donner à un étudiant là, qui est comme pas sûr de partir ou qui n'est pas convaincu à 100% que c'est la bonne chose à faire pour lui? Ben, je dirais initialement prendre rendez-vous avec nous, on va pouvoir t'aider un peu dans ton choix, puis parle à des étudiants qui ont vécu l'expérience. Prépare ton test d'anglais, donc t'assurer que tu rencontres l'exigence d'anglais. Comme ça, c'est fait, on n'a plus à y penser. Évidemment, pas le procrastiner parce qu'à la dernière minute, c'est plus stressant. C'est ça. Ensuite, de planifier un peu le cheminement académique en disant ben, peut-être que je pourrais partir. C'est pas une obligation, mais au moins de savoir que ça demeure une possibilité plutôt que de se fermer les portes. Donc, de regarder justement. En venant nous rencontrer, on va pouvoir émettre des conseils de ce sens-là. Mais généralement, au baccalauréat, en conservant les cours complémentaires ou les cours du volet expérientiel, ça ouvre une bonne, plusieurs destinations là, justement internationales. Donc, de parler aux gens, de poser des questions, de s'informer et en parallèle de quand même, comme c'est un séjour académique, de préparer justement ce volet-là en prévision d'eux. Puis, comme je dis, ben, ça n'oblige à rien, mais au moins ça garde la possibilité, les portes sont ouvertes. De ça, je comprends aussi prendre un rendez-vous, des exemples avec toi ou quoi que ce soit. C'est aussi pour en apprendre plus, non seulement pour juste être, c'était pour partir, ça pourrait être prendre un rendez-vous pour en apprendre plus, puis même si le projet n'est pas, exemple, à la prochaine session aussi, ben, la session d'hiver, ça revient. Exactement. Il ne faut pas se gêner pour prendre rendez-vous, c'est pour vraiment apprendre plus. Puis, justement, si on a peut-être la possibilité ou l'idée de prévoir une session à l'étranger. Puis on prépare quelque chose, en fait, un petit lancement de notre Instagram aussi. Ouais, ça va s'appeler FSA Nomade. Donc, vous allez pouvoir suivre les aventures des étudiants qui vont à l'international. Donc, ça va être une
belle plateforme pour aller justement connecter avec les étudiants qui sont partis à l'international. Puis il va y avoir aussi, par rapport à ceux qui viennent étudier ici, donc pour faire à Québec, tout ça, donc ça va être une belle plateforme d'échange. Ça va sortir quand? Dans les prochaines semaines. Ok, donc, bon, on va ça pouvoir devrait au moment que le podcast va être parfait. prêt, Bon, on va le taguer, justement. Puis toi? Moi, je dirais, avant de partir, pas trop se faire d'attente, pas trop se dire « Ah, je vais voyager toutes les fins de semaine » ou une liste de pays que tu as envie de visiter ou des activités. Parce que tout peut changer rendu là-bas avec les gens que tu vas rencontrer, la ville dans laquelle tu vas être. Donc, vraiment de prendre le temps aussi, être rendu là-bas, de connecter avec les gens et aussi la culture, d'apprendre vraiment à connaître où tu es parce que tu es là pendant longtemps. Ouais. Puis, c'est moment, mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment avec les gens que j'ai rencontrés, toutes les connexions que j'ai faites. Puis, maintenant, j'ai des amis un peu partout dans le monde. J'ai des amis dans plus de 10 pays. Donc, je sais que j'ai un peu de contact partout si jamais je veux visiter. C'est vraiment se laisser aller aussi une fois rendu là-bas, pas de prévoir. Oui. Puis, je pense que Camille aussi, tu avais des liens peut-être qui seraient intéressants pour des gens, pour planifier. Justement, si des gens veulent aller à Bilbao, c'est cool, il y a un Excel qui est très détaillé pour les dépenses, mais je pense qu'il y a des liens peut-être qu'on va pouvoir mettre avec le podcast pour aider justement à faciliter la planification. En fait, si vous pensez à partir, toi qui veux partir, allez voir les fiches descriptives de partenaires là, en fait, allez voir tous les partenaires. Normalement, il y a plein d'informations, c'est le coût de la vie ou juste les résidences si jamais il y en a. Sinon, il va y avoir des photos d'autres étudiants. Par exemple, moi, à Bilbao, il y a simplement mis le lien de mon document PDF sur Bilbao. Donc, souvent, sous les fiches descriptives, il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment une bonne place ressource d'aller voir sur le site, les fiches descriptives. Oui, c'est vrai. Puis justement, moi, ça m'a aidé dans ma recherche de destination, d'aller lire les gens qui sont allés, c'est comment ils ont trouvé leur expérience. C'est quand même assez complet souvent, qu'est-ce que les gens écrivent, puis ça couvre autant l'éducation que le financement et tout. Ouais, c'est vrai, c'est des gens qui sont passés par là, fait que c'est sûr qu'ils ont probablement eu les mêmes questions que quelqu'un qui est en préparation pour y aller. C'était pas intéressant dans les livres. Sinon, il y a aussi les rapports de séjour où normalement tous les étudiants qui sont partis sont invités à remplir. Donc, c'est quelques informations, là, comment ça s'est passé, coût de la vie encore, appartement, résidence, comment les cours. Donc, vraiment beaucoup d'informations là aussi. Si on est capable de trier là, par destination, pays. Donc, ça peut être vraiment utile aussi. Oui, le site est quand même vraiment bien fait. Oui, c'est vraiment riche en informations. Puis, ce qui en ressort beaucoup, c'est que les étudiants veulent redonner au suivant en disant voici moi ce que j'ai fait comme découverte, si ça peut vous aider. Puis il y a vraiment une ouverture souvent à ce que je les mette en contact avec ceux qui vont partir bientôt. Donc quand c'est possible, je vous mets en contact avec des étudiants qui sont allés dans cette destination-là dans le passé. Puis ça l'aide beaucoup dans la préparation. Ben oui, parce que la personne l'a vécu il n'y a pas beaucoup de temps. Donc des fois ça peut être plus complexe par rapport à, par exemple, le visa. Vu qu'il y a une personne qui est passée par là, ça l'aide un peu dans toi, ton processus. Définitivement. Ben, merci beaucoup les filles d'être venues au podcast, on est super contents. Puis je pense que ça va avoir intéressé plusieurs qui ont un intérêt de pouvoir de partir à l'international, puis ça donne beaucoup plus d'informations. Puis je trouve que ça apporte une richesse justement. Toi qui peux emmener le côté plus administratif, mais qui l'a vécu aussi, puis toi qui viens de sortir d'une session étrangère puis qui repart cet hiver. C'était vraiment intéressant de vous savoir. Merci de nous avoir reçus, c'était vraiment un plaisir de parler d'international. C'est toujours plaisant. Oui.